Je vais me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Patrick Froment. Je suis thérapeute de couple ici à Montpellier. Une thérapie de couple, c'est quoi? Ça consiste à recevoir des couples qui souvent sont en difficulté, parfois en crise. Comme je dis souvent, un couple est un organisme vivant et comme tous les organismes vivants, il est amené à subir des crises, des enjeux de croissance. Par exemple, comme l'expliquait Philippe, on a tendance à réifier l'autre et donc on est amené dans une vie de couple à évoluer, à changer. Et quand nos évolutions, les évolutions d'un des partenaires ne correspondent pas forcément aux attentes de l'autre partenaire, typiquement, ça peut créer une crise. Et quand ça arrive, peut être intéressant d'aller voir un tiers qui n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, qui n'est pas là pour prendre parti, mais pour aider à renouer les fils d'un dialogue qui souvent dysfonctionne. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, un peu dans la continuité je me suis dit de quoi, voilà, parce que c'est quand même très très spécifique cette histoire Sartre et les sites de rencontres. Et de quoi j'ai envie de vous parler, finalement, de quelque chose qui se passe à la fois sur les sites de rencontres et dans la vraie vie, c'est comment on choisit nos partenaires amoureux. Parce que finalement, dans ce grand cirque, ce grand marché dont parlait Eric des sites de rencontres, ce grand catalogue d'êtres humains, on a l'impression d'avoir un choix immense, surtout quand on est une femme, mais aussi du côté des hommes, puisque la balance au niveau homme-femme n'est pas tout à fait la même sur les sites de rencontres, mais les hommes, on a l'impression d'avoir aussi un choix immense. Et on peut se demander, finalement, que ce soit sur un site internet ou dans la vraie vie, est-ce qu'il y a un libre arbitre total ou est-ce qu'il y a des formes de déterminisme? Tiens, on va faire une petite expérience, si vous voulez bien, pour sortir un peu, parce que là on était dans la philosophie, on était beaucoup dans le mental. Je vais vous proposer de promener votre regard dans la salle, à côté de vous, derrière vous, devant vous, et puis essayez de croiser un regard. Faites cette expérience, si vous en avez envie. Allez-y, regardez autour de vous, essayez de croiser et d'établir une connexion par un regard. Voilà. Essayez simplement, là maintenant, dès que vous trouvez un regard qui accroche, et puis si vous ne trouvez pas de regard, qu'est-ce que vous ressentez? Essayez de rester... Alors il y a quelques personnes qui jouent le jeu, pas trop. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bizarre quand on y réfléchit bien. On est dans une salle, là, on ne se connaît pas, mais finalement, il y a des gens vers qui on se sent attiré, vers qui peut-être on irait spontanément, et puis d'autres, on n'irait certainement pas. Et quand on réfléchit à ça, c'est un grand mystère. Il y a tout un tas de... C'est pas toujours des choix très raisonnés. Et même notre partenaire de vie, si on en a un, on va reprendre les petites images, c'est pas forcément un choix très raisonné quand on y réfléchit bien. Donc c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, avec peut-être 3 questions. Il n'y a pas de sortie du diaporama. Ah oui. Donc je mets des petites images en général, quand je fais une petite intervention comme ça me met bien le... Ouais, super Eric, merci. Donc en fait, les questions, alors en 20 minutes, je ne vais pas répondre à ces 3 questions, mais au moins on les aura ouvertes, on les aura explorées, et puis on pourra en discuter. Voilà. Ok, donc la première question, c'est celle que j'évoquais là. En fait, c'est en gros comment on choisit ses partenaires amoureux. Donc là, il y a beaucoup de penseurs, des philosophes, des psychologues, des neuroscientifiques, des thérapeutes qui se penchent un peu sur ces questions. Et là, on va voir qu'il y a tout un tas
de conditionnement, de... Bon, voilà, mais enfin, là, je vais vraiment effleurer le sujet. Donc, du coup, la deuxième question, elle est où, la souris? Elle est là. La deuxième question, mais la poser, c'est déjà un peu y répondre. Est-ce qu'on choisit vraiment son partenaire? Voilà. Là, j'ai déjà partiellement répondu. On pourra, voilà, je ne veux pas asséner des vérités toutes faites, hein, mais bon, voilà, je pense que la liberté de choix, elle est... Et puis une troisième question qui me semble intéressante, qui est plus dérangeante. Alors, tout ce que je vous dis là, ça marche sur les sites de rencontres aussi, hein. La troisième question qui est plus dérangeante, qui est vraiment une question de psy et de thérapeute de couple. Voilà, et ça c'est, voilà, pourquoi choisit-on celui ou celle qui nous fait souffrir? Est-ce que ça résonne pour vous, ces questions? Complètement, oui? Ou, voilà, ok. On sent le vécu, là. Bon, alors, pas évident hein, en un quart d'heure, hein, mais bon, ça va, on va se débrouiller. Oui, 20 minutes, oui, c'est bon. On avait fait cette conférence il y a 1 ou 2 ans, et en fait, bon, là, je l'ai un peu modifié, mais j'avais préparé ce petit dessin où j'essayais un peu de mettre sur un seul dessin un peu tous les conditionnements et tout ce qui peut présider au choix du partenaire amoureux. C'est ambitieux hein, sur un seul dessin. Alors, ce que j'ai mis au centre, dans l'axe central, c'est le prince, la princesse charmante, ou l'androgyne, hein, donc le mythe d'Aristophane, hein, qui est rapporté par Platon. Ça, je ne sais pas si... Voilà, donc en fait, au début des temps, l'être humain... Enfin, il y avait les androgynes, qui étaient moitié hommes, moitié femmes, hein, qui étaient, voilà, et ça leur donnait une puissance énorme, parce qu'ils étaient en forme de boule, et du coup, Zeus, bien sûr, qui voilà, avait se senti voilà, par cette puissance, a voulu castrer un peu ça, en tout cas, voilà, a scindé en deux ces êtres androgynes, qui depuis sont devenus hommes et femmes, et depuis, eh ben, il faut qu'on trouve notre moitié, qu'on retrouve peut-être notre moitié. Donc c'est vrai que quand on se pose la question comme ça, pardon pour les images qui sont un petit peu hétéronormées, mais c'est pareil, hein, qu'on soit hétéro ou homo, c'est un peu la même problématique. Hein. Le mythe du prince et de la princesse charmante, il existe aussi chez les personnes homosexuelles. Donc déjà, la manière de se raconter cette histoire, il faut que je trouve la bonne personne. Déjà, ça fixe un peu les choses. Et après, autour, il y a pas mal de conditionnements. Alors, le conditionnement que j'ai mis en haut, à gauche, c'est-à-dire ce jeune homme et cette jeune femme qui ont l'air de s'intéresser l'un à l'autre avec des symboles un peu de molécules, il y a tout quelque chose de biologique hein, qu'on ne peut pas nier et qui est, voilà, dont on va parler un peu. Et donc qui va, notre biologie, notre instinct va bien sûr conditionner nos choix amoureux. L'arbre généalogique qui est juste en dessous, c'est, on va dire, les conditionnements plus psychologiques en fonction de notre développement, comment ça s'est passé, les blessures qu'on a eues, on va en parler, les blessures d'enfance qu'on a eues, les blessures existentielles, on va être attiré vers tel type de personne ou surtout pas tel type de personne. Quand on réfléchit bien, si on est une femme, on peut se dire tiens, c'est bizarre, je recherche des hommes qui ressemblent à mon père. Ou surtout pas des hommes qui ressemblent à mon père. Bon, il y a des... Voilà. Et puis bien sûr, j'ai voulu symboliser par les dés le hasard. Donc ça aussi, sur un site, quand on réfléchit bien, une rencontre amoureuse quand même, pour que ça se passe, ça tient d'une magie et d'une alchimie absolument incroyable. Et même sur un site de rencontre, ne serait-ce que déjà, il faut qu'on soit inscrits tous les deux en même temps, qu'on soit disponibles tous les deux en même temps. Voilà. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc en fait, tout ça, j'en avais parlé, mais je vais pas trop y revenir. J'en avais parlé sur donc, la conférence à laquelle je faisais allusion.
en fait, il y a toujours donc, ce qu'Éric appelait la réification, c'est-à-dire, même si on n'est pas sur un site internet, si on n'a pas la fiche de l'autre, il y a un phénomène d'idéalisation qui fait que de toute façon, dans la rencontre amoureuse, on est un peu comme ça, on est un peu fou, quoi. On est un peu fou, pourquoi? Parce que, en fait, il y a une molécule qui s'appelle la dopamine, voilà, qui, dans les premiers temps de la relation amoureuse, qui a une grosse importance, mais au tout début de la relation amoureuse, c'est pas que la dopamine, hein. C'est un véritable cocktail d'hormones, hein. Là, je ne sais pas si on voit bien. Il y a de l'adrénaline, il y a des endorphines, il y a de la sérotonine, il y a toutes ces molécules aussi de l'attachement, hein. Voilà, donc ça, bon, ça je ne suis pas spécialiste de la question, mais bon, ce fond biologique, on ne peut pas, c'est intéressant quand même de le... Et donc du coup, voilà, cette idéalisation, où en fait on ne voit pas l'autre tel qu'il est réellement, mais on voit une version idéalisée, c'est ce que notre ami Stendhal, voilà, Stendhal a appelé la cristallisation. L'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Donc ça, on peut être aussi fasciné par un profil Internet, par une fiche, parce que ça va éveiller quelque chose en nous, ça va cristalliser quelque chose en nous. Bon, je passe un peu vite sur tout ça, mais voilà, n'hésitez pas, après, dans la partie questions-réponses, on pourra y revenir. Alors, ce dont je voudrais vous parler par rapport aux différents... Donc, on voit bien qu'il y a des inconscients, en fait. Il y a différents inconscients. Même mon petit dessin, il est là. Je voudrais vous parler du travail d'un psychosociologue qui s'appelle Bruno Humbeck. Et il compare ça à une maison. Il a défini 4 types d'inconscients. L'inconscient biologique, psychologique, social, imaginaire. Et en fait, il compare ça à une maison. L'inconscient biologique serait la cave. L'inconscient psychologique, les sentiments. Donc, voilà. Le premier étage, ce serait l'inconscient social. Et le grenier, l'inconscient imaginaire. Alors, si on développe un peu, dans la relation amoureuse, souvent, on ne va pas se mentir, après, ça dépend des individus, mais bon, souvent, ça commence par la cave. C'est-à-dire, alors la cave, c'est aussi les fondations. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va m'attirer vers la personne, et c'est purement instinctif, c'est purement biologique, c'est purement... Voilà. Encore une fois, je ne veux pas... Voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Bon. La cave, c'est intéressant. Si on reste à la cave, on reste au niveau purement instinctif, ça ne dure pas longtemps. Donc très vite, on passe au premier étage. Alors, si je compare toujours avec les sites de rencontres, aujourd'hui, sur des sites de rencontres typiques Tinder, Facebook rencontres, le plus souvent, le premier contact, c'est une photo. Et je like ou je swap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on commence vraiment par la cave, quoi. C'est vraiment cet instinct-là. Voilà, très très souvent, l'inconscient psychologique, c'est-à-dire quand on va commencer à lire ce que la personne a mis, qui elle est, ce que disait Éric, comment elle se raconte, ce qu'elle recherche pour effectivement passer au rez-de-chaussée, et faire fonctionner cette attirance psychologique, tiens, ouais, ça me parle, ce que dit cette personne. Voilà, donc vous voyez comment, en fait, la théorie de Bruno Humbeck, on peut aussi l'appliquer au site de rencontre. L'inconscient social, ça c'était très important il y a une centaine d'années, mais c'est encore très très important. L'inconscient social, donc c'est en fait comment on se rencontre aussi dans notre milieu social. C'est-à-dire, il y a une centaine d'années, les mariages, le couple, les mariages étaient souvent des mariages d'intérêt entre des familles et on se mariait dans le même village.
Genre, si on épousait quelqu'un du village à côté, je parle de choses très, très traditionnelles, hein, heureusement les choses ont évolué, mais si on épousait quelqu'un du village à côté, c'était un étranger. Aujourd'hui, il y a encore cet instinct où on dit, bon ben voilà, ce serait bien quand même qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on soit à peu près d'un milieu socio-culturel à peu près équivalent, ça simplifierait certaines choses. Voilà, donc là on monte déjà au premier étage. Et souvent, voilà, on va, par les valeurs, on va se retrouver. Ça peut être, on peut rentrer dans la relation amoureuse des fois directement par le premier étage. Parce qu'on se reconnaît dans des valeurs, parce que, voilà. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs de rentrer par ce biais-là et de redescendre à la cave. Ensuite, bon, voilà. Toujours, puisque c'est le thème, je rapproche avec les sites internet. Il y a des sites internet qui jouent sur ça. Il y a des sites internet, enfin des sites de rencontres, pardon, des sites de rencontres très généralistes, comme Mythic, comme Tinder, comme voilà. Mais on a des sites où les personnes se rencontrent sur des valeurs, typiquement religieuses, mariage chrétien, musulman, etc. On a des sites de rencontres comme ça. Donc là, on voit bien qu'on passe directement au premier étage. Hein, c'est pas le... j'ai vu aussi, alors amusez-vous à regarder sur internet, j'ai vu droite, gauche, gens de droite, gens de gauche, pour des rencontres amoureuses, pourquoi pas. Donc pareil, un couple de militants, pourquoi pas. Et puis alors j'ai vu aussi, c'est intéressant, pour moi personnellement ça a été intéressant, il y a eu des sites par exemple de rencontres où les personnes par exemple font du développement personnel. Il y a des sites comme ça et les personnes se rencontrent. Donc on rentre pareil par les valeurs. Alors c'est vrai que c'est un peu des marchés de niche. Il y a beaucoup moins de monde sur ces sites-là que dans les sites généralistes. Donc des fois on va correspondre avec des gens qui sont à l'autre bout de la France, mais ça peut être intéressant. L'inconscient imaginaire, en fait, c'est finalement quand on rentre dans la relation ou quand on rentre dans le couple par, en fait, on imagine déjà le couple qu'on pourrait être. Et quelque part, on est plus amoureux du couple qu'on pourrait être avec cette personne que de la personne en elle-même. Il y a Robert Neuburger, qui est un vieux monsieur, un psychiatre voilà, qui est un peu connu, qui est un pionnier des thérapies familiales et des thérapies de couple. Il parle du mythe fondateur du couple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette entité couple. Vous savez, en systémique, la somme des parties est supérieure aux individus. Donc en fait, cette entité couple où en fait, ce serait génial le couple qu'on pourrait faire ensemble. Ce serait, voilà, on serait, voilà, il peut y avoir. Alors là, on est vraiment au grenier, on est vraiment au niveau, voilà. Alors c'est un niveau qui est souvent activé, bon, pas trop sur les sites internet, quoique, mais dans les thérapies de couple, par exemple, quand dans une thérapie de couple, je fais souvent porter l'attention des partenaires sur ce niveau. C'est-à-dire, typiquement, on va prendre un exemple classique. Par exemple, le couple vient voir un thérapeute de couple parce que monsieur n'a plus de désir pour madame. Donc, on va pouvoir travailler, monsieur, qu'est-ce que ça vous fait de ne plus avoir de désir? Madame, qu'est-ce que ça vous fait de ne plus vous sentir désiré? Donc, monsieur va ressentir de la culpabilité. Madame va dire, ben, je ne me sens pas désiré, mon estime de moi baisse, voilà. Ça, c'est un niveau, c'est intéressant. Le piège de ça, c'est qu'on peut très bien, très vite, faire la thérapie de l'un devant l'autre, ce qui n'est pas forcément le propos d'une thérapie de couple. Et ce qui est plus intéressant dans une situation comme ça, ok monsieur, vous n'avez plus de désir, ok madame, voilà, mais comment votre couple va faire avec ça? Et là, en général, le thérapeute regarde le tapis ou son stylo, comme ça, et il laisse le couple se débrouiller, et du coup, l'attention est portée sur l'entité couple. On est vraiment au grenier. Hein, bon, là, ce n'est pas le propos ici, je vais vous faire un cours sur... Mais voilà, c'est pour bien... Tous ces quatre inconscients sont intéressants, sachant que, comme bon, on dit souvent,
La cave, c'est pas, voilà, c'est pas forcément péjoratif, je le dis aussi, les fondations. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs très très souvent, pour revenir à cette histoire de site internet, très souvent on va s'emballer sur, enfin très souvent, non pas très souvent, mais ça peut arriver, ceux qui ont l'expérience du site internet, on s'emballe parce qu'on a rencontré quelqu'un par le biais du profil, donc rencontre complètement virtuelle, on se rencontre en vrai, et physiquement, il y a quelque chose de rédhibitoire. Typiquement, une odeur qui, voilà, donc là, pour l'instant, les sites de rencontres sont très forts, mais ils n'ont pas réussi à synthétiser les odeurs, donc on est obligé d'aller flairer la personne pour, bon. Enfin, vous voyez, je vais essayer, peut-être en 10 minutes, d'aborder la troisième question, celle qui tue. Pourquoi on rencontre des personnes, souvent, avec qui on va souffrir? Est-ce que la véritable nature de l'amour, c'est d'être compliqué et douloureux? Est-ce que le véritable objectif de l'amour, c'est de nous labourer le cœur afin qu'il devienne plus fertile? Elle est belle celle-là, hein? Oh, non mais... Alors, pourquoi? Déjà, pour une raison essentielle, une raison psychologique essentielle, c'est que nous portons des lunettes déformantes. Il y a une citation que j'adore de Anaïs Nin. « Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. » C'est-à-dire que... Ah, pardon, bah oui, excusez-moi. Alors, Anaïs Nin, nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Nous portons des lunettes déformantes sur le monde. J'explicite un petit peu. Peut-être certains et certaines d'entre vous connaissent les 5 blessures émotionnelles. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Bon, il y en a bien d'autres. Ça, c'est le travail de Lise Bourbeau, mais c'est depuis les débuts de la psychanalyse et même avant, on sait que, en fait, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, quelle que soit l'attention, quelle que soit la bienveillance de nos parents, quelle que soit la présence qu'ils aient pu avoir, quelle que soit l'attention qu'on a pu avoir, à un moment ou à un autre, forcément, on a été confronté ou au rejet, ou à l'abandon, ou à l'humiliation, ou à la trahison, ou à l'injustice. Forcément. Parce que la maman, elle s'occupe de son bébé, elle est là, elle est disponible, mais elle ne peut pas être 24, machin. Le bébé, à un moment, il va se sentir abandonné, voire rejeté. Et ça va faire naître en lui une émotion qui va plus ou moins bien gérer, en général moins bien parce que bon, il est submergé par quelque chose, voilà. Et si la blessure se répète après, dans la petite enfance, etc., ça crée vraiment des lunettes déformantes. Et ces lunettes déformantes, par exemple, si je me suis senti rejeté, je vais adopter un mode de défense, c'est-à-dire que je vais interpréter le monde d'une certaine manière, ou alors on va dire, voilà, je me sens injustement traité. Donc j'interprète que le monde est mauvais, que le monde est injuste, que voilà. Je me suis senti rejeté, j'interprète que je ne suis pas aimable, que je ne suis pas... voilà. Et donc je crée ce qu'on appelle une cuirasse corporelle, c'est-à-dire qu'à mes émotions sont associées une certaine manière d'être au monde qui va être différente pour chaque individu. Par exemple, un mode de défense. Si je me suis senti rejeté et que ça s'est répété dans ma petite enfance, je vais, par exemple, avoir envie de me singulariser. C'est-à-dire que pour guérir inconsciemment ma blessure, je me crée en fait un mode très très original que je présente au monde. Et si je peux être accepté comme ça, je serai guéri de ma blessure de rejet. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux puisque, en fait, en me singularisant, en général, vu l'état des rapports sociaux et vu le monde, ce qu'il est, je vais être encore plus rejeté et je vais, en fait, poursuivre la boucle et, en fait,
mes croyances sur le monde vont être validées au fur et à mesure. Si je suis dans une blessure d'abandon, je vais avoir tendance à être un dépendant affectif, donc à m'accrocher à l'autre, à demander beaucoup à l'autre. Et donc l'autre qui va se sentir envahi va avoir tendance à me repousser. Et donc ma blessure d'abandon, elle est... Voilà. Je crée en fait une réalité qui est symbolisée par un cercle ici. Bon, on pourrait faire 2 heures sur ça, parce que c'est vraiment... mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ma blessure qui est inconsciente, elle génère certaines croyances qui ont une influence sur ma perception des choses, qui amènent des émotions, qui amènent une réaction, donc une façon d'être au monde. Par exemple, typiquement, je me sens abandonné, donc ma réaction, ma manière d'être au monde, c'est d'être indépendant affectif. Ça va avoir des conséquences et ça va nourrir ma blessure. C'est un cercle infernal. C'est bon. Et alors, le problème, c'est la deuxième partie de la réponse à la question, c'est qu'en fait, pourquoi je me mets... Qu'est-ce que je recherche dans le couple? Qu'est-ce que je recherche dans le fait de me mettre avec l'autre? Qu'est-ce que je recherche dans la relation amoureuse? Je recherche souvent quelqu'un, inconsciemment, qui va me guérir de ma blessure. Et donc, je vous ai fait un couple imaginaire, Nathalie et Philippe. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Nathalie, sa blessure, c'est la trahison. Elle s'est sentie trahie par, on va dire, un de ses parents. Et donc, elle est porteuse de la blessure de trahison. Et donc, sa croyance, c'est « je dois me méfier, les autres ne sont pas dignes de confiance, ceux que j'aime risquent de me trahir ». Donc, vous voyez comment, en fait, sa blessure de trahison qui est dans l'inconscient, parce que tant qu'on n'a pas travaillé ça, la blessure de trahison, le plus souvent, enfin la blessure existentielle, elle est le plus souvent dans l'inconscient. Donc, par contre, ce qui émerge avec les flèches de la blessure, c'est une certaine manière d'être au monde, ce qu'on peut appeler une cuirasse caractérielle. Donc, chez Nathalie, sa blessure de trahison, elle génère de la méfiance, du soupçon, du contrôle, puisqu'elle interprète que l'être aimé va me trahir. Lui, Philippe, il a une blessure de rejet et de dévalorisation. Et donc, une des manières défensives de répondre à ça, une des manières d'être au monde, c'est d'être dans la séduction, la recherche d'approbation, d'être en fait un homme qui va être un homme assez séducteur, peut-être volage, parce que en fait, il cherche l'approbation, il cherche l'amour, il cherche il cherche ce qu'il a pas eu. C'est une des manières de répondre, voilà. Et on sait empiriquement qu'une personne qui a une blessure qui est jalouse, qui a une blessure de trahison, va souvent se mettre avec quelqu'un de séducteur. Parce que ça, c'est empirique. Une des manières dont on peut expliquer ça, c'est qu'elle se dit, cette personne-là va me guérir. Parce que, en fait, si avec cette personne-là, ça marche, c'est bon. C'est du gâteau, mais elle va chercher justement, voilà, elle se met pour de mauvaises raisons. Bon là, je vous ai mis il y a un exemple que j'ai souvent pris dans les conférences précédentes. C'est une personne justement dépendante affective, donc qui est dans cette peur d'abandon, qui va se mettre avec quelqu'un qui ne rêve que de liberté. Donc encore une fois, les blessures de l'un et de l'autre sont complètement sans cesse réactivées. Et c'est pour ça qu'il y a ce symbole de 8 infini. C'est que, en fait, Nathalie, elle va en fait avoir du contrôle sur Philippe, elle va avoir de la méfiance, elle va avoir des soupçons. Philippe va se sentir rejeté, dévalorisé. En fait, il répète en voulant se guérir, finalement, ils répètent leurs blessures. Et ouais, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, c'est vrai que c'est infernal. Parce que c'est là où c'est le symbole de l'infini, c'est qu'il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est une dynamique relationnelle dysfonctionnelle. En gros, on s'est mis ensemble pour de mauvaises raisons. Philippe, alors parce que du point de vue de Philippe, lui,
en fait, il va chercher chez Nathalie, voilà, effectivement, l'approbation. Il se dit, si avec cette femme-là, qui est aussi, si ça marche, ça va être génial. Mais bon, en général, c'est pas génial. Donc, ouais. Alors, je finis juste en disant en fait, il y a 2 citations que j'aime bien. Enfin, c'est oui. On est attiré par l'autre parce qu'il entre en résonance avec le petit enfant qu'on était et qui demeure au fond de soi. Donc, en fait, c'est 2 enfants blessés, hein, finalement, qui se rencontrent. Voilà. Je vous laisse prendre des photos. C'est vrai qu'elle est bien. Et puis alors, l'autre, elle est encore mieux. Vous allez voir. Celle-là, elle est... Alors, Jean-Georges Lemaire, c'est pareil, un psychiatre, je crois, et c'est un pionnier des thérapies de couple. Le choc amoureux est une collusion inconsciente, l'emboîtement de 2 névroses complémentaires. Ça fait rêver.